Yippee yippee matin. L'émission qui réveille tes neurones en douceur. Bonjour à tous, pour cette émission aujourd'hui de Yippie Matin, on va parler d'un sujet qui ne concerne pas seulement les thérapeutes, mais qui concerne un petit peu tout le monde, c'est le sujet de l'écoute. Parce que ce sujet, il est tellement important. Aujourd'hui, on a invité Catherine et c'est Anne qui vient animer avec moi, pardon. Oula, les matins, ils sont difficiles. Voilà. Et du coup, Catherine, tu étais déjà venue dans notre émission, mais je te propose de te représenter. Eh bien, écoute, déjà, merci pour l'invitation. Je suis très contente de participer à ce podcast. Donc, moi, je suis Catherine Barlois, je suis coach. J'accompagne aussi bien les transitions professionnelles que scolaires. Et en fait, je fais passer du flou à la clarté avec toujours en ligne de mire, en fait, d'avoir une vie pro au service de sa vie perso. Donc, je suis ravie de participer à ce podcast sur l'écoute parce que, en fait, l'écoute, c'est un peu ma deuxième nature. Voilà. Voilà. Anne, est-ce que tu veux rappeler aux gens un petit peu ce que tu fais? Du coup, moi, je suis équithérapeute. Je travaille effectivement essentiellement avec les chevaux parce que ça apporte aussi sur le sujet du jour, il y aura aussi des petites nuances qui pourraient être apportées, qui pourraient être intéressantes. Et effectivement, je rejoins complètement Catherine sur la posture d'écoute qui est, à mon sens, un sujet qui est essentiel et qui fait vraiment partie d'une posture qui est hyper importante. Voilà. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, du coup, et qu'on aborde un petit peu cette notion de c'est quoi la posture d'écoute. Alors moi, pour moi, en fait, la posture d'écoute, ça va au-delà d'une technique. C'est faire un espace à l'intérieur pour accueillir l'autre dans tout ce qu'il va nous partager. Ok, intéressant. En fait, on parle beaucoup d'écoute dans le cadre thérapeutique, mais on peut en parler Mhm. aussi dans la vie de tous les jours, en fait. Et du coup, avoir une posture d'écoute, c'est aussi une posture de créer un cadre, en fait, créer un espace d'écoute, créer un élément de base. Tu l'utilises beaucoup, toi, dans ton cadre personnel. Et toi, Anne? Bah, du coup, effectivement, le cadre de l'écoute, je rejoins effectivement l'idée de dans un cadre professionnel. Après, dans le cadre personnel, je pense que il y a aussi une partie où je pense qu'on est tous des fois des amis qui sont en mode, qui ont besoin de cet espace d'écoute et qui va justement faire appel à peut-être quelques moments de silence pour nous, d'être au clair sur OK, demander peut-être à l'autre de quoi est-ce qu'il a besoin si c'est effectivement juste un espace pour déposer des choses et de pouvoir offrir justement une qualité juste de présence, en fait. Et c'est justement sur cette notion de présence que je trouve ça très intéressant. Je vais faire le parallèle maintenant avec les chevaux, où c'est vraiment quelque chose qui est absolument essentiel avec eux. C'est ce dont ils ont pleinement besoin pour être en relation. Et leur spécificité, c'est qu'ils ne parlent pas avec des mots, mais par contre, ils vont montrer énormément de choses. Et c'est là où cette notion d'écoute va être peut-être dans une autre forme, peut-être un peu plus visuelle et plus au niveau des ressentis. Mais par exemple, je le vois avec ma jument, quelle est l'écoute, par exemple, que je vais avoir avec elle, ça va être dans son comportement, au niveau de la fluctuation de son énergie, si je vois qu'elle est plus falagada et que d'un coup, il y a un truc qui a besoin de sortir. Ou si juste elle me montre en fait, parce que encore une fois, il n'y a pas ce langage qui va me dire, hey, j'en ai marre, mais non, ou alors, ah, ça c'est trop bien. Bah, par exemple, non, par contre, je vais voir que, ouh, il y a une oreille qui se plaque en arrière en mode, ah, il y a un truc qui me dérange, qu'est-ce que tu fais? Ou alors, par contre, ah, ça détend et on va vraiment voir globalement au niveau du langage corporel une véritable détente ou des fois des petits signaux. Et je pense que aussi, dans la posture d'écoute, ce qui est important, c'est d'être cette capacité d'être présent pour pouvoir observer ces petits signaux. Chez les chevaux, en gros, on n'a pas trop d'autre choix que d'observer ces choses-là parce que des fois, ils sont très discrets. Après, c'est vrai que l'avantage de l'humain, c'est qu'il y a la parole qui va pouvoir se greffer dessus. Petite nuance, il y a quand même effectivement quand même 80% du langage qui est non verbal. Donc, cette capacité d'observation dans cette posture d'écoute, je pense, est également essentielle. Effectivement, on n'écoute pas forcément qu'avec ses oreilles, on écoute aussi avec ses yeux d'une certaine manière. En tout cas, l'écoute, c'est surtout une position d'attention à l'égard d'autrui, Mm. c'est-à-dire d'offrir un espace d'attention à l'égard d'autrui et lui donner la possibilité, en fait, d'être complètement observé, complètement le centre de l'attention d'une certaine manière, c'est de lui laisser une certaine place. C'est d'offrir cette espèce de cadre, en fait, naturel à la personne pour qu'elle puisse trouver sa place aussi, pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle est. Mais la posture d'écoute, c'est pas que
d'écouter, c'est-à-dire c'est pas seulement se taire. L'écoute, forcément, c'est aussi des interactions. Mm. Oui, oui, oui. Et moi, ce que j'aime bien en fait dans l'écoute, c'est OK, on a laissé la place à l'autre et s'il est OK, on peut lui faire aussi un reflet sur ce qu'on a entendu ou sur ce qu'on a vu, comme tu partages, Anne. Euh, Mm. J'avoue que les relations d'écoute, soit dans la vie courante, soit avec mes clients, se font par Zoom, donc souvent avec l'image, mais en parallèle, en fait, j'ai un pote d'empathie, donc on s'offre de l'écoute chaque semaine, et là, c'est que par téléphone. Et j'écoute ces silences aussi, voilà. Et on se fait des reflets par rapport à ce qu'on a entendu. Même si on a utilisé les mêmes mots, ils résonnent pas forcément pareil en nous, parce qu'on a un référentiel différent, une histoire différente, et c'est ça qui est intéressant. Ça permet de prendre du recul par rapport à ce qu'on a partagé. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que justement, en plus, l'écoute, c'est un espace dans lequel on n'est pas censé non plus remplir les silences. C'est-à-dire que l'écoute, c'est aussi Hmm. accepter jusqu'au bout des silences, en fait. C'est d'avoir cette possibilité. Et des fois, effectivement, la personne, elle est dans une situation, elle sait plus quoi dire. Elle sait plus quoi avancer. Et nous, en tant que thérapeute, donc là, pour la partie thérapeutique, mais ça peut servir à tout le monde, hein, il y a les formulations qu'on utilise de base, qui sont déjà parfois prendre un des derniers mots de la phrase ou une des dernières choses qui a été dite. Bon, ça, c'est de la reformulation un petit peu classique, psychologique, de on prend le dernier mot de ah, tu as dit telle chose. Ah, ou bien c'est aussi de demander une forme de c'est-à-dire de précision, de préciser un mot, préciser un terme, aider la personne en fait à approfondir son propos. Donc le but c'est de lui donner de la nourriture pour lui dire si si j'écoute, je suis tellement attentif que même j'ai envie de comprendre certaines choses derrière ce que tu as dit. J'ai envie d'approfondir ma compréhension de ce que tu es en train de dire. Donc l'écoute c'est à la fois regarder, mais c'est aussi comprendre. C'est aussi cette capacité de compréhension et de sentir en fait quand la personne elle a la possibilité ou la facilité de parler ou que justement il y a quelque chose qui est difficile pour elle. Et je trouve qu'effectivement, dans ces silences, il y a quelque chose de... Les silences disent long, tant sur la personne où, bah, par exemple, elle va être en train de processer, tout simplement, et elle a juste besoin qu'on lui laisse le temps. Et je trouve que le fait d'offrir ça à la personne, en disant, OK, je dis rien, je te laisse gérer, OK. Puis après, si tu sens que éventuellement relancer, comme tu dis, et questionner, ou offrir tout simplement cet espace, cette qualité juste de présence dans le silence. C'est quelque chose qui est aussi, il se passe des choses dans le silence, et même apporter par ce silence, juste l'énergie de soutien, en fait. Juste dire, OK, je te vois, je suis là, prends ton temps. Et je pense que c'est quelque chose aujourd'hui dont on a vraiment, vraiment beaucoup besoin, parce que dans une société, je trouve, où il y a beaucoup de choses qui vont très vite, c'est des choses auxquelles on n'a plus forcément, pas l'occasion en tout cas, d'avoir accès. Et juste offrir ça, de dire, attends, viens, on prend le temps, on souffle un coup, on respire, on se tait, ça ira très bien aussi. On n'est pas obligé d'être dans le faire, faire, faire ou vite, vite, vite. Et dans ces temps de silence aussi, ce que je trouve intéressant, c'est il y a des personnes pour qui le silence est extrêmement compliqué. Dire il y a une solution, il faut que je dise quelque chose. Est-ce que bah pas forcément. Je pense qu'il y a une espèce de problématique aussi de si on a tant de mal à écouter, c'est qu'on est très auto-centré. C'est qu'on a besoin, Mm. on a ce propre dialogue, sa propre parole intérieure, et que bah, justement on a du mal en fait à se mettre dans cette position de tiens en fait si je devais rien faire, juste me positionner pour écouter. Qu'est-ce que t'en penses, Catherine? Et c'est OK de pas savoir. Ouais. Mm. C'est comme ça qu'on apprend de l'autre, d'une part. Et puis, c'est vrai que ce que tu dis, Anne, ressemble bien à notre société il faut trouver quelque chose pour combler le silence. Il faut trouver une solution. Et, euh, et on a tendance, alors pas nous, parce que on est formés aussi, mais on peut avoir tendance, quand même, avec notre petit dialogue intérieur, à être dans le mode réactif. Tu devrais faire ça. Ah oui, et je sais que, et j'ai lu. Ah, écoute, ce bouquin-là, il est super, tu devrais le lire. Et en fait, on peut combler comme ça et apporter plein de choses et on quitte l'écoute, on quitte l'empathie et, euh, et on quitte notre place en fait. Dans un monde où on est bombardé d'informations, bombardé par les réseaux sociaux, et en plus, dans un court laps de temps, on reçoit énormément d'informations. En plus, la position d'écoute, c'est vraiment cette possibilité d'arrêter de bombarder d'informations la personne.
lui donner la possibilité d'avoir un espace de, tiens, tout d'un coup, j'écoute plus le monde extérieur, j'écoute mon monde intérieur. Mhm. Et je me mets vraiment en position où j'essaye d'observer ce qui se passe à l'intérieur de moi et de le transmettre aux autres. Et de pas essayer non plus d'attendre de l'autre qu'il devine. C'est essayer aussi de créer en fait ce dialogue de qui on est à l'intérieur. Et j'ai envie de poser une question un petit peu avancée, mais est-ce qu'on peut bien écouter lorsqu'on est en train de faire quelque chose d'autre? Moi, je suis une spécialiste pour écouter les gens de ma famille ou les gens qui m'entourent en faisant du tricot ou en faisant des petits jeux sur mon téléphone ou en faisant des choses parce que j'ai toujours cette espèce de besoin d'hyperaction, d'hyper stimulation de mon cerveau. C'est difficile de garder une situation d'écoute quand les gens me donnent beaucoup d'informations et que je dois être juste en mode écoute, sachant qu'en tant que thérapeute, c'est vraiment que ça me demande forcément l'effort du thérapeute qui est celui d'être complètement disponible pour mes clients. Donc ça, je le fais pas avec mes clients. Mais quand je le fais avec des membres de ma famille, bah forcément, ça, des fois, ça peut les déranger. Et du coup, j'ai souvent droit à cette remarque de, mais tu m'écoutes? Mais oui, je t'écoute. Est-ce qu'on peut bien écouter réellement quand on fait quelque chose d'autre avec son cerveau? Ben, ça dépend du cerveau, ça dépend de la personne. De mon côté, j'avoue que si je fais autre chose euh, qui a besoin de mon attention, voilà, je serai focus en fait sur ce que je fais. Donc j'ai juste deux cas où où je peux faire deux choses à la fois, c'est-à-dire avec mes clients quand on a besoin de faire un point, je partage mon écran et au fur et à mesure qu'ils me donnent des choses importantes, je les jette comme ça. Comme ça, c'est une sorte de reflet instantané et puis on continue à avancer. Et comme je disais en fait avec mon pote d'empathie, là je vais marcher. Donc, je l'écoute en marchant. Par contre, quand je reformule, j'ai besoin de m'arrêter. Je fais une pause dans la rue et, et je lui parle, voilà. Mais sinon, globalement, je pense que j'ai une bande passante qui a besoin d'être vraiment sur la personne quand elle me partage quelque chose d'important. Mais c'est mon mode de fonctionnement. Je trouve ça justement, c'est exactement ça. C'est, comme tu dis, Catherine, c'est selon le mode de fonctionnement. Moi, j'aime bien prévenir en disant, par exemple, selon les situations, écoute, je prends des notes, mais vraiment, je t'écoute, hein, et j'ai juste besoin de prendre des notes pour certaines choses, par exemple. Après, voilà, même dans le quotidien, je sais pas, moi j'ai une discussion avec quelqu'un, on est en train de marcher, de faire la vaisselle, de faire un truc, qu'importe. Mais en fait, ça va pas, c'est quelque chose de très mécanique qui, pour moi, demande pas trop de temps, enfin, de concentration. Donc, c'est totalement OK d'avoir une discussion extrêmement profonde avec la personne. Après, moi, je sais que j'ai juste besoin de temps en temps de rétablir un contexte visuel de on s'est vu, je t'ai vu pour marquer justement que, OK, je suis en train de faire un truc, mais je suis là, en fait, je suis toujours pleinement là. Et le fait de rebondir, de questionner, permet aussi, je trouve, de montrer ces temps qu'il y a toujours ce lien. Et après, dans la spécificité, quand j'accompagne avec les chevaux, je peux pas faire genre, j'oublie la bestiole de 200-300 kilos, voire plus selon avec qui je travaille. Je vais dire, non, en fait, je veux dire, on est dans un environnement, on est tous ensemble. Donc, c'est aussi un exercice où, bah, professionnellement parlant, j'ai appris à être concentrée sur quelqu'un, mais avoir un quart d'œil qui continue à observer ce que la bestiole est encore en train de faire, parce que des fois, elle donne des informations hyper importantes. Par exemple, le fait de quand est-ce qu'à tel moment la personne elle va dire telle chose, ou bah tiens, le cheval va par exemple commencer à se détendre, et ça, c'est des informations qui dans cette sphère-là sont hyper importantes. Où il va se rapprocher, il va bouger, comment est-ce qu'il va bouger, est-ce qu'il va d'un coup va se rouler, et j'aime bien justement après mettre dans cette posture d'être toujours dans l'écoute, de voir si la personne elle a vu ce qui vient de se passer, parce que là on est vraiment dans une sphère un peu particulière, même si la personne elle est dans sa sphère et dans sa bulle en train de parler de quelque chose, de dire attends, regarde, on a bien entendu ce qui se passe dans ta bulle, regarde bien ce qui vient de se passer et qu'est-ce que tu peux ramener éventuellement, comprendre, ou qu'est-ce que tu ramènes dans ta bulle de ce que tu viens de dire, ou je te décris ce que le cheval vient de faire, et pour alimenter en fait justement euh, cette réflexion, cet échange et cet espace d'écoute. Et pour rester sur les chevaux, il y a quelque chose qui est assez génial avec eux, je trouve, c'est qu'ils ont cette capacité de présence, cette qualité de présence et d'écoute, juste en étant là, point. Et c'est quelque chose où, voilà, moi, je mets des gens à côté d'un cheval et je dis, bah, vas-y, connecte-toi, dis bonjour, fais ce que tu veux. Et en fait, le fait d'être juste là et de se sentir accueilli, des fois, il y a des émotions, ça ressort, hein, mais sévère.
parce que vraiment, c'est quelque chose de, oh, pour une fois, j'ai le droit et je suis accueillie et j'ai pas d'espace de jugement. Et le cheval, il va venir me dire bonjour. Il me connaît même pas, alors que moi, par exemple, j'ai l'image, un client ou une cliente qui a l'image d'être, pas une super image d'elle, mais en fait, d'avoir quelqu'un qui vient te dire bonjour et qui va s'intéresser à toi, alors qu'il te connaît pas. C'est une marque et un espace qui va commencer à s'ouvrir, dire, ok, ben je t'observe, je vois qui tu es. Qu'importe ce qui se passe, je suis là, en fait. Vas-y, viens, on discute, viens, on échange. À notre manière, mais on va discuter. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, j'ai un peu divergé. Non, non, mais Ouais, c'est non, très mais intéressant. oui, oui, en fait, est-ce que si j'entends bien, euh, le, par rapport à ta pratique avec le cheval, il y a deux choses qui me marquent vraiment. C'est que le cheval, en fait, ça va être pas ton double, mais c'est comme s'il y avait deux thérapeutes au même endroit. C'est-à-dire que toi, tu accueilles, il y a pas il y a le non-jugement, mais en plus, le cheval, il multiplie par X la Ouais. puissance de ton accompagnement parce qu'il accueille lui aussi, il est dans le non-jugement et puis il fait le reflet. Oui, c'est exactement ça. Je trouve que ça rajoute une couche, en fait. C'est juste une présence à laquelle on n'est pas habitué. Et enfin, pour beaucoup de personnes, sauf les personnes qui sont dans le monde du cheval, mais c'est effectivement une énergie un peu particulière que j'apprécie beaucoup parce que justement, les chevaux n'ont pas de jugement. Dans le sens où un cheval, ça va être c'est confortable pour moi ou ça ne l'est pas. Et de manière totalement naturelle, un cheval va toujours chercher le confort. Et donc, du coup, en fait, c'est la qualité de présence. Une personne qui vient en accompagnement a besoin d'un espace d'écoute. Une amie, j'ai ramené des amis, même des enfants, pour avoir cette expérience avec les chevaux. Et en fait, juste le fait d'être dans le silence, accueilli, entendu, vu, ben, en fait, ça va vraiment amener quelque chose de différent. Et je trouve ça absolument génial. Et ça vient chercher d'autres ressources pour chacun pour communiquer et pour écouter, observer. Alors, il y a beaucoup vite des fois le mental qui vient dire, mais qu'est-ce que je fais et comment je fais? Et je dis, respire un coup, ça va bien se passer. Elle, je la connais. Ma jument, je la connais très bien, ça va très bien aller. Mais justement, le fait d'initier aussi une espace d'écoute, écouter quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est ça que je trouve qui est vraiment génial. C'est une autre forme d'écoute, en fait. Je pense que pour justement avoir une bonne posture d'écoute, il faut déjà accepter l'idée que ce qu'on va entendre, on ne sait pas ce qu'on va entendre. C'est-à-dire avoir cette curiosité un petit peu naturelle qui doit s'installer, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas ce que la personne va nous révéler. Et cette curiosité, ça demande bah, justement d'effacer ce que notre mental nous demande à chaque fois d'anticiper. Tiens, telle personne va dire ça ou telle personne va penser ça, etc. Donc c'est de sortir d'une espèce de forme de bulle narcissique ou d'une forme de manque de confiance en soi. Et du coup, c'est un petit peu la question que je veux te poser, Catherine. Est-ce que tu penses que d'une certaine manière, il y a une forme de manque d'écoute qui se produit d'autant plus quand on est en mode où on est en détresse avec sa propre confiance en soi, on est en burn-out intérieur, c'est-à-dire on est en mode où, comme ça ne va pas dans ma vie, j'ai pas cette capacité de curiosité à l'égard des autres. Ah oui, ça peut être aussi, je dirais, physiologique. Dans le cas pardon, dans le cas du burn-out, t'as plus ces neurotransmetteurs qui te permettent en fait d'accueillir l'autre. Ta bande passante, elle est saturée. Donc, potentiellement, tu t'écoutes plus toi-même, hein, voilà. Donc, c'est pour ça que tu vas au-delà de tes limites. Et pour moi, pour l'avoir vécu, c'est un peu ton double maléfique, quoi. Tu deviens pessimiste, tu deviens cynique, tu deviens auto-centré, mais pas bien. Bref, tout fout le camp. Donc oui, je te rejoins par rapport à l'écoute. Le fait, petit point pour les managers, si dans votre équipe, quelqu'un qui était moteur, qui était optimiste, qui était vraiment l'élément clé de votre équipe, qui commence à s'enfermer dans son bureau ou s'isoler et qui n'a plus cet espace pour échanger, c'est un signe en fait. C'est un des premiers signes du burn-out. Donc oui, euh, l'écoute, ça peut être clé dans une équipe, ça peut être clé par rapport à tes échanges. Et si t'es pas bien toi, bah, t'écoutes pas bien les autres, tu t'écoutes pas bien. Et je, je vais pas le corréler avec un manque de confiance en soi ou de mon côté, hein. Mais oui, si on est en détresse psychologique,
On n'aura pas, en fait, j'aime bien, par rapport à l'empathie, je suis le cours de compassion, c'est un cours d'empathie et Tom Bond, qui a été formé par Marshall Rosenberg, qui a fait la communication non violente, euh, parle d'un réservoir d'empathie. C'est-à-dire que si ton réservoir est vide, ben, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place pour l'autre. Voilà, simplement. Donc, euh, donc oui, euh, pour bien écouter, il faut être bien avec soi-même et ensuite s'ouvrir à l'autre. C'est comme ça que je le vois. Moi, je pense qu'il y a une vraie posture à avoir d'écoute et que quand on n'a plus d'écoute, il faut tout d'un coup se dire, tiens, en fait, c'est moi que je dois écouter là maintenant parce que ça va pas, en fait. Parce que quand tout va bien, en fait, on a cette capacité à se mettre à l'écoute de l'autre, on a cette capacité de curiosité à l'égard du monde ou à l'égard de ce qu'une personne va nous dire, même si c'est la même chose que ce qu'elle va nous dire d'habitude, même si on pense qu'il va y avoir une forme de ritournelle. Il y aura des fois des choses nouvelles qui vont sortir de cette écoute. Et puis, l'écoute, c'est aussi parfois peut-être faire ce feedback, de dire, bah écoute, tu vois, cette chose, tu me l'as déjà dit. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre à me dire supplémentaire ou est-ce que tu veux encore en parler parce que ça te fait du bien d'en parler encore? C'est vrai que dans le cadre thérapeutique, des fois, les gens, ils pensent qu'ils doivent répéter, répéter, répéter leur trauma, ce qui, je pense pas être toujours une super idée en tout cas. Parce que justement, c'est une façon de ressasser un petit peu aussi. Le but, c'est aussi d'inviter l'autre à renouveler ce qu'il a à dire ou du moins d'aller plus profondément dans ce qu'il a à dire. Et c'est cette écoute justement qui va permettre de dire, bah, écoute, tu l'as déjà dit ça, parce que j'ai été attentif la fois d'avant, j'ai beaucoup écouté, je sais ce que tu m'as dit, du coup, je vais t'apporter le fait de peut-être que tu es peut-être pas obligé de répéter exactement ce que tu m'as raconté, mais de m'apporter quelque chose de nouveau. C'est même un peu un symptôme d'une personne qui ressasse. C'est une personne qui aussi n'est pas écoutée et qui a tellement l'habitude de pas être écoutée qu'elle a besoin de se répéter son histoire en fait pour pouvoir avoir quelque chose où elle va donner une certaine forme de valeur. J'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit, Catherine, parce que ça a eu beaucoup d'écho pour moi au niveau professionnel quand j'étais encore salariée et qui était l'époque où justement quand je commençais à me fermer sur moi-même, quand je commençais à ne plus participer aux réunions, quand j'avais plus d'avis à donner, c'était le moment où j'en avais marre. Et vraiment, dans les mois qui suivaient, en général, j'allais changer de société parce que c'était vraiment, je me sentais plus écoutée. Anne, t'as un passif aussi un petit peu dans les ressources humaines, ça te parle? Ah oui, oui, non, mais après, ça, c'est un défaut d'écoute. Il y a une accumulation de choses qui peuvent se faire, enfin, de ce que moi j'avais vu et vécu, hein, et que en fait, à un moment donné, ça sort en mode cocotte minute qui explose, en fait. Et du coup, il y a une accumulation de choses qui vont effectivement poser tout un problème au niveau systémique, au niveau de l'entreprise, que ce soit un manager, un directeur, même enfin, un salarié, un membre d'une équipe. En fait, ça va vraiment avoir de gros impacts. Et en fait, on se rend compte que c'est ce qui a été mentionné juste avant. Effectivement, il y a besoin d'être bien avec soi pour pouvoir être qu'il y ait une espèce de logique en fait de communication qui puisse être OK et que il y ait cet espace pour pouvoir être en capacité d'entendre qu'il puisse y avoir des dysfonctionnements, pardon, que ça puisse être aussi effectivement des impératifs de l'entreprise ou autre. Il y a vraiment cette espèce de compréhension globale qui est importante pour que justement ça évite les frustrations et que honnêtement que ça pète et que ça prenne après des proportions parce que après faut gérer hein, le après quand ça pète dans tous les sens bah c'est là c'est encore plus compliqué de récupérer quelque chose de repartir sur des bases alors que bah effectivement s'il peut y avoir une certaine écoute progressive ou même je veux dire des fois moi ça m'est arrivé il y a des gens qui viennent me voir disaient ah il y a un truc c'est pas possible franchement je vais dire honnêtement je suis vraiment pas en mesure de t'écouter là parce que j'ai pas le temps j'ai pas l'espace disponible et je trouve que c'est très honnête aussi de dire à un moment donné je suis pas en capacité par contre on se trouve à un autre moment. Dire, ok, mais là, vraiment, je suis en plein dans le feu. Je comprends qu'émotionnellement, c'est hyper compliqué pour toi, mais là, vraiment, je suis désolée, je suis pas dispo. Vraiment, c'est pas possible. Parce que je préfère offrir un moment d'écoute de qualité où ça va être constructif pour tout le monde, plutôt que d'écouter d'une oreille, moi, en train de me dire qu'il me saoule, alors que j'ai une réunion dans 2 minutes ou n'importe quoi, enfin, qu'importe. Et de pas avoir cet espace-là, l'autre, ça va le frustrer encore de ouf, et du coup, il y a personne qui m'écoute, et ça part en, voilà, bref. C'est pas très constructif. Donc, effectivement, je pense qu'on a toutes des expériences professionnelles où on se rend compte que l'écoute, c'est quelque chose de fragile, parfois. Ouais,
Oui, il faut en prendre et soin. puis c'est peut-être un espace aussi où on doit créer un espace d'accueil dans l'oreille de l'autre. Et ça veut dire peut-être lui demander, en fait, est-ce que tu as envie de m'écouter? Est-ce que tu as du temps pour m'écouter? Est-ce qu'on peut passer du temps ensemble? C'est aussi une façon de donner un peu une indication aussi à l'autre de combien de temps il peut donner ou disposer. L'avantage du cadre thérapeutique, c'est qu'il y a un début et qu'il y a une fin. C'est timé, c'est merveilleux pour ça. C'est un cadeau que nous, on a les thérapeutes, ça commence à 1 heure et ça finit à 1 heure. On peut être un peu souple sur l'horaire de fin à quelques minutes près, mais il y a un vrai début, il y a une vraie fin. Et que ça permet à la personne de se livrer, ça lui permet aussi de savoir, bah, en fait, on n'a pas le temps trop non plus d'atteindre un sujet, en fait. Il faut y aller, faut se lancer. C'est un espace où on peut se permettre de plonger. Mais quand on est dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément évident de se mettre dans la situation d'écoute, dans la situation professionnelle. On a des actions à faire, on a des choses à produire et que des fois on a quelqu'un qui vient à côté et qui a besoin d'être écouté et finalement en fait c'est pas valorisé dans le travail, on ne paye pas des personnes dans l'entreprise à avoir de l'écoute et pourtant ça fait partie du travail du manager. Il devrait y avoir dans sa fenêtre de temps une espèce dans son timesheet quoi, il devrait y avoir quelque chose qui est vraiment le passer du temps à écouter son équipe, écouter ce qu'ils sont en train de vivre dans la réalité du terrain, écouter ce qu'ils sont en train de vivre avec les clients, comprendre quelles situations ils ont comme difficultés. Et puis la deuxième chose, comme tu l'as dit, l'écoute, ça demande aussi de temps en temps de ranger son ego de côté, parce que la personne, elle va pas toujours nous dire des choses qui vont être agréables, et qu'il faudra pas forcément le prendre personnellement. L'écoute, ça demande aussi de se détacher un petit peu de son ego. C'est pour ça que je parlais de ce côté de si on n'a pas l'écoute, et ben en fait, on a en fait ce côté, on est très auto-centré. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à son ego au milieu de l'écoute. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine? Ah oui, oui, oui. Bah, c'est l'un des accords Toltec qui dit ne pas prendre les choses personnellement. Donc oui, 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 disons qu'en fait, parfois la personne en face de toi utilise des mots qui peuvent être blessants si tu le prends, personnellement. Si elle a, et il peut y avoir le tu qui tue, hein, t'es nul, forcément là, ça, c'est pas ça. Et le fait d'être outillé avec, on va dire, communication non violente ou autre, permet d'avoir ce recul, d'une part, et dans les équipes, euh, il y a l'écoute, certes, mais il y a aussi le fait de pouvoir exprimer ce qu'il y a à l'intérieur d'une façon neutre ou qui donne simplement ce que toi tu ressens. Voilà. Parce que incriminer l'autre ou incriminer l'équipe, ça va pas être forcément constructif. Et c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est s'écouter soi et pouvoir parler de ce qu'on ressent soi, ça s'apprend aussi. C'est même probablement par le fait de, parfois dans l'écoute, donner ce feedback, dire écoute, là, tu es en mode incrimination. C'est pas constructif. Les gens, ils auront une difficulté à t'entendre. En plus, si tu passes ton temps à les accuser ou à leur dire ça ne va pas ce que tu fais, mais plutôt d'exprimer ce que toi tu vis au quotidien et en quoi ça incombe sur ton travail, sur ton humeur, sur ton estime personnelle, là, ça devient plus constructif parce que ça permet aux gens d'aider à essayer de construire une solution avec toi. Plutôt que de rejeter la faute sur l'autre ou de écouter, c'est aussi parfois faire ce feedback, c'est-à-dire avoir ce côté de tiens, en fait, ce que tu transmets, ce n'est pas l'information principale. L'information principale, c'est peut-être tout simplement que ça ne va pas. Et que du coup, tu as besoin d'aide pour qu'on t'aide à aller mieux. Et ça veut dire aider l'autre aussi à arriver à formuler cette phrase de j'ai besoin d'aide. Et le faire passer à une étape suivante. Tout à fait. Mm. Anne, tu as rencontré un peu ce genre de situation en entreprise aussi, de ces gens qui avaient besoin qu'on leur fasse ce feedback? Bon, après, ça dépend vraiment des entreprises dans lesquelles on est. Après, il y a que je retiens surtout, c'est effectivement, on n'est pas payé pour avoir de l'écoute. Et selon les entreprises où on est, des fois, il y a des difficultés. Enfin, c'est autrement perçu d'avoir un espace un peu en mode, en fait, bureau des plaintes. C'est pas le but. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a quand même besoin d'avoir un espace où ça sort parce que bah sinon. Ça peut être l'escalade. Donc c'est plus dans ce sens-là où moi j'ai vécu, où à un moment donné, voilà, on peut remonter des informations, dire ce qui va pas, etc.
Mais par contre, il faut qu'il puisse y avoir une suite derrière. Et après ça, on est garant chacun à notre niveau d'avoir un espace d'écoute, de remonter les informations et ensuite peut-être fait ce qui n'est pas, mais par contre, il sera toujours important effectivement de faire un retour, de dire bah écoute, je t'ai bien entendu, j'ai vraiment fait preuve d'écoute. Après, voilà, juste expliquer quelles sont les suites, s'il y en a ou pas. Est-ce qu'on peut créer des ateliers justement qui sont des ateliers d'écoute mutuelle, mais qui permettent justement de ne pas griller la totalité du temps, entre guillemets, qu'on a alloué sur une réunion, c'est-à-dire donner des temps de parole, donner des Ouais, c'est choses. ça. Voilà, je pense que ça, c'est un Faut truc qui... cadrer, Ouais. Oui, comme tu dis, faut cadrer, ouais. Mm. cadré. Mais je pense que c'est pas seulement cadré, c'est une idée de créer quelque chose de ludique aussi, d'offrir cette Mm. possibilité de dire, bah si, il existe des espaces d'écoute, même s'ils sont pas très longs, même s'ils sont pas très ouverts, au moins il y a une zone dans laquelle on peut commencer à donner un Mm. début d'écoute, et puis ça peut susciter une forme de curiosité, c'est-à-dire que bah moi j'ai un sujet, c'est celui-là, s'il y a des gens qui veulent venir en parler, on peut en parler au déjeuner, on peut en Mm. parler autour d'un café, je pense que telle chose j'ai envie de la développer. Moi, j'ai travaillé dans des sociétés où il y avait quand même beaucoup cette créativité qui était importante. Je faisais mes réunions avec des équipes de personnes qui étaient des caïds de l'informatique et on faisait nos réunions des fois à la table de ping-pong. Donc, il y avait une forme d'écoute en faisant des matchs, mais en même temps, il y avait aussi cette notion de, bah, en fait, on peut le faire dans un cadre de détente que d'écouter quand la personne a des idées. Et j'avais des personnes dans ces équipes qui des fois avaient des idées incroyablement intéressantes à proposer à des clients parce qu'ils avaient vu tel client, ils disaient voilà ce qu'on peut lui proposer, voilà ce qu'on pourrait faire. Et ça permettait de faire une proposition commerciale qui des fois était novatrice, avant-gardiste parce que cet espace d'écoute, il existait. Il existait sur Mm. tiens, j'écoute tes idées et puis j'écoute aussi ton ressenti. Comment tu penses qu'il faudrait le faire? J'écoute ton expertise aussi. Cette notion d'écoute, c'est aussi de la reconnaissance d'une certaine Mm. manière, de la qualité de ce que la personne peut apporter quand elle va parler. Mm. Ouais. Justement, j'aime beaucoup ce que tu dis, Martine, parce que ça permet de justement mettre. En fait, c'est la notion d'attention. En fait, je trouve la notion d'écoute, ça met vraiment en lumière cette notion d'attention, qui pour moi, c'est de la reconnaissance de qui tu es, de tu as de l'importance. Je reconnais tes compétences, je reconnais aussi d'une autre manière tes émotions. Je vois qu'il y a un truc qui va pas, je fais attention à toi, et par contre, c'est important de t'intégrer dans un système, quel qu'il est. On parle là, effectivement de la sphère professionnelle. Euh, et c'est exactement la même chose dans les autres domaines de vie. Et je pense, Catherine, pour toi qui est justement sur cette dynamique pour que le perso et le pro soient liés, je pense que c'est quelque chose de... Enfin, je suppose que c'est quelque chose de relativement important. Ah ben, oui, 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 oui. Et disons qu'en fait, quand on commence l'accompagnement, là, je vois par exemple par rapport au bilan de compétences, on va écouter déjà tout ce qui est personnel. On va faire émerger vraiment qui est la personne avant d'aller vers le professionnel. Et c'est une écoute que j'apporte, mais j'ouvre également les oreilles intérieures de la personne par rapport à ses besoins, par rapport à ses valeurs, des choses à côté desquelles on peut passer sa vie sans vraiment aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un moment d'écoute pour soi et, euh, et c'est très révélateur. Hmm. On arrive au terme de notre première partie d'émission. C'est passionnant. On vous propose de nous suivre et pour avoir la suite de l'émission, sachant qu'on va continuer de discuter autour de cette écoute et de clarifier un petit peu comment améliorer son écoute. On vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo si ça vous a plu. Voilà. Yippee, yippee, matin.